Le temps, dit le sage, est la clé de tout. Et pour qu'il soit une bonne clé, eh bien, un minimum de réflexion doit précéder l'action. Le temps de la réflexion, le temps de l'action, qui doit nous propulser ensuite dans le temps de la réflexion, le temps des résultats. C'est le temps actuellement du tribunal de l'actualité sur les médias leaders, Watt FM et True TV. Une audience qui se consacre aujourd'hui, vous le savez bien, à la situation sociopolitique du Burkina. Sociopolitique du Burkina marquée par le coup d'État du 30 septembre 2022. Nous en parlons sur la table de jugement avec cette question cruciale. Quel schéma pour la transition burkinabé, mais aussi quel agenda diplomatique se joue actuellement avec les différentes influences en cours. Question sur laquelle se prononce le Collège des juges, à nouveau réuni au grand complet aujourd'hui. Bonjour, juge Vara. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, je suis juge Vara. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, madame, monsieur. Président, bonjour. Juge Vara, bonjour. Bonjour. Juge Bougouma, bonjour. Ouais, bonjour. Auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour la première articulation de cette audience du tribunal de l'actualité, les avant-propos des juges. Les avant-propos des juges, et on commence par vous, juge Geoffroy Vara. Oui, merci, président. On a tous écouté on va dire le discours de Damiba. C'est pas l'entièreté du discours qui m'intéresse. Il y a une partie où il dit que Gaskindé a été un peu instrumentalisé pour son départ. Et bon, c'est pas trop ça le problème. C'est qu'en même temps, eux aussi, je parle de Damiba, quand il venait, il y avait Inata. Maintenant, il ne faudrait pas que Gaskindé ait le même sort que Inata. Inata, on n'en a pas appris grand-chose tout le temps que lui a été là. Gaskindé, on nous avait servi un premier bilan de 11 morts, je pense, et puis 28 blessés en gros. Nous, hier, on a passé un reportage dans nos sessions d'information parce qu'on a pu rencontrer les rescapés de ce convoi-là, qui sont rentrés sur Ouagadougou, qui disent que ce qu'ils ont vu, c'est innommable, mais en termes de morts, c'est difficile de croire qu'il n'y ait que ces 11 qui ont été donnés. Voilà, et nous revoilà de la question encore de la guerre des chiffres. Ceux qui sont venus, il faudrait qu'ils sachent que c'est la vérité seule qui pourra garder le peuple avec eux. Sur ces éléments-là, on n'a souvent pas eu la vérité et le clair mot de tout. Mais qui a la vérité? C'est l'armée. Et même sous Damiba, quand le porte-parole du gouvernement vient donner des chiffres, il n'est pas au front. Donc, c'est des chiffres que lui servent l'armée. On sait comment ça fonctionne. Il y a un service d'information du gouvernement. Le porte-parole là, c'est de venir dire ce qu'on dit qu'on a constaté sur le terrain. Donc, c'est l'armée qui est dans la machine. Il faudrait que cette armée-là nous dise les vérités sur des éléments qui ont marqué les populations et qui ont permis qu'il y ait des changements, qui ont permis qu'à un moment donné, on s'assume et tout. Inata, je dis encore, a eu raison de Roch-Kaboré. D'une façon ou d'une autre, ça fragilisait en tout cas son pouvoir. Gaskindé, Damiba lui-même reconnaît que ça a été pour beaucoup dans sa chute, puisqu'il le dit dans son discours. Il faudrait qu'on ait le clair mot de ces choses-là et que, quand on nous fera maintenant des bilans, que l'armée ne nous serve pas autre chose. Que parce qu'on ne veut pas fâcher, parce qu'on ne veut pas montrer que ça ne va pas tant que ça, qu'on vienne nous dire des contre-vérités, ça ne faudrait pas que ça continue. Le changement qu'ils ont prêché là, ça doit aussi commencer par la vérité qu'ils vont nous dire sur ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de témoignages, c'est nous qui avons traité l'élément, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas mis dedans, c'est normal parce que ça va fragiliser nos forces. Mais même quand vous prenez l'armement qu'on a, ils en ont parlé. Donc je veux dire que il faudrait qu'on nous dise maintenant les vérités. Je pense que c'est ce que les Burkinabés attendent et c'est comme ça qu'ils veulent que ça fonctionne. Le vendredi, lorsque les crépitements ont commencé, il devait y avoir un autre point de presse sur Gaskindé. Ça n'a pas eu lieu parce qu'on connaît ce qui s'est passé. Qu'on nous dise ce qui s'est passé vraiment là-bas, qui a fauté, qu'est-ce qu'il y a eu.
même si ça a eu plus ou moins raison de Damiba, même s'il le reconnaît. Devoir de redevabilité sur Gaskindé attendu, et on va donc espérer que ce devoir s'exprime en clair. Juge Bernard Bougma, quel est votre avant-propos du jour? Merci. Mon avant-propos, c'est en lien avec la situation actuelle où les activités des partis politiques sont suspendues, où les activités des organisations de la société civile sont suspendues, mais qui ont trouvé un autre moyen pour exister à travers des déclarations ou à travers des créas sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on a vu le revirement ou le retournement de veste de façon immédiate. On a aussi vu la création de nouvelles organisations de la société civile juste avant même que l'affaire ne soit pliée au total. Donc déjà, des gens sont en train de créer de nouvelles OSC avec de nouvelles dénominations qui appellent pour être disponibles sur les plateaux d'émission et c'est reparti. C'est le même bal, de cette même danse macabre qui a repris. C'est maintenant aussi que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba va savoir qui étaient réellement ceux qui le soutenaient et qu'est-ce qu'il voulait exactement. Et il ne s'en prendra qu'à lui-même parce que dans la glissade qui a été opérée pour rentrer dans la politique politicienne, j'ai dit c'est une glissade qui a été dangereuse pour lui. Il a été induit en erreur par des gens qui avaient bien droit, qui avaient leurs intérêts en jeu. Et ces mêmes gens aujourd'hui, quand on regarde, j'ai dit c'est que la scène qui se déroule, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire, en rire ou en pleurer. Mais c'est ça aussi le landerneau sociopolitique burkinabé. Donc, alors qu'il est vraiment temps qu'on se parle, qu'on se penche clairement sur l'action des fameuses organisations de la société civile. Alors que c'est facile de faire de l'ordre dans ce domaine en invoquant les dispositions réglementaires en la matière, que ce soit les partis politiques, que ce soit les OSC. Il y en a qui ne sont pas à jour vis-à-vis de la loi. Assemblée générale non tenue, bureau politique non tenu, il y a ces mécanismes-là qui existent. Mais je pense qu'ils sont dans leur rôle. Mais il va falloir regarder les choses en face parce que c'est aussi une autre difficulté de notre climat politique. Trouver une solution à cette situation. Trouver une solution, nettoyer les écuries d'Ozias, les écuries d'Ozias, et dans ce domaine-là pour clarifier le rôle de chacun et de tous dans l'apport que chaque public doit apporter. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, Président. Je voudrais saisir la balle au bon qui a été lancée par le juge VAR pour dire qu'il y a urgence qu'on mette en place une commission d'enquête indépendante sur Gaskindé. C'est fondamental qu'on sorte dans cet esprit d'impunité permanent. On a dit sur Inatan qu'il fallait mettre en place une commission d'enquête indépendante. Ça n'a pas été fait. Une enquête a certes été menée, mais on peut considérer qu'il n'y a pas d'enquête du tout puisque on n'a pas le résultat. On a caché au peuple donc les conclusions de ce rapport-là. Et au contraire, ceux qui avaient même été sanctionnés à titre conservatoire ont été réhabilités. Et Gaskindé est arrivé parce qu'on n'a pas suffisamment tiré leçon de ce qui est arrivé à Inatan. On n'a pas sanctionné et surtout on n'a rien fait pour éviter que ça arrive à nouveau. Et aujourd'hui on est dans Gaskindé, on est en train d'épiloguer. On ne sait pas jusque-là combien de morts il y a eu, quels ont été les dégâts matériels et qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Et donc le peuple est laissé à lui-même, chacun s'imagine ce qu'il veut et puis les rumeurs courent de partout. Je pense que dans un État responsable, on doit faire l'effort de situer les responsabilités. Et j'en appelle à la mise en place de ce comité ou de cette commission d'enquête indépendante-là qui sera composée non seulement de militaires, mais aussi d'acteurs
de la vie nationale, qui ont une certaine intégrité, une certaine valeur, pour qu'on sache ce qui s'est passé, surtout pas dans l'esprit uniquement de sanctionner, mais de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, parce que nous pouvons tirer leçon si on situe les responsabilités. Et je voudrais terminer sur cette question-là en insistant encore sur la nécessité pour les anciennes nouvelles autorités de gérer la situation de Djibo. Les appels que nous lançons, ce n'est pas de la fanfaronnade, mais c'est parce que la réalité sur le terrain commande qu'il y ait action. Et l'une des unités de mesure de l'engagement des autorités actuelles va se jouer sur leur capacité à faire repartir le convoi qui était en direction de Djibo et qui a été stoppé à Gaskindé. Il faut sauver Djibo. Djibo a besoin des Burkinabés. Djibo a besoin de nos autorités. Ces Cobras, ces Mamba verts, ces forces spéciales qui sont en train de se battre dans la capitale pour contrôler le pouvoir, je leur dis que c'est à Djibo qu'ils sont attendus, c'est à tous les autres fronts qu'ils sont attendus. Il faut nécessairement faire quelque chose pour Djibo. Il faut faire quelque chose pour Djibo. Djibo attend, Djibo se meurt. Fidèles auditeurs de la radio 100% urbaine, c'est Watt FM. Vous suivez votre émission Le Tribunal de l'actualité, consacrée à nouveau aujourd'hui à la situation sociopolitique du Burkina suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Le Burkina Faso qui vient en effet d'enregistrer une double putsch en l'espace de 8 mois, le 24 janvier d'abord, puis le 30 septembre. Le pays a en outre connu, vous le savez, plusieurs coups d'État depuis son indépendance en 1960 et l'on compte aujourd'hui au moins 8 putschs réussis avec des réalités différentes pour les transitions qui ont suivi. Alors, tout d'abord, sur quel levier fort doit reposer, selon vous, celle qui nous occupe aujourd'hui, juge Geoffroy Var? Bon, je crois que la préoccupation, elle est connue. C'est la question sécuritaire. Donc, c'est autour de cela qu'il faut tout construire. Quelle offre pour le contexte dans lequel nous sommes? Quel recalibrage dans cette offre domestique-là, dans le contexte dans lequel nous sommes? Avec qui allons-nous en termes de coopération dans le contexte dans lequel nous sommes, au regard des échecs d'il y a longtemps, au regard des échecs d'il n'y a pas longtemps? Et quelles leçons on tire de tout ça? Je crois que c'est ça d'abord, la question sécuritaire et ce qu'on va y offrir. Pour moi, le reste là, ça viendra après. Il ne faudrait pas venir nous parler encore de nos réconciliations. Non, non. Les Burkinabés, quand ils vont finir avec la question sécuritaire, vous verrez que la question de réconciliation là, ça viendra tout seul. Peut-être les politiciens qui ont des problèmes entre eux là trouveront le moyen de se parler et puis de se rapprocher. Sinon, le premier problème du Burkinabé aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. Et ça ne doit pas quitter la tête du capitaine Ibrahim Traoré, maintenant qui a su les affaires de l'État, et ses hommes. Parce que c'est le reproche qu'ils ont fait à Damiba de s'en être écarté, de commencer à faire de la politique. Ça veut dire que le front n'était plus trop sa préoccupation. Donc pour moi, il y a ça d'abord qu'il ne faudrait pas oublier. Le militaire, il est principalement pour la question du terrorisme. Aujourd'hui, on est un pays, même si on n'a pas dit qu'on est en guerre, le Burkinabé sait qu'on est en guerre. Vous avez vu les images de Gaskindé, c'est des scènes de guerre. Il faut qu'on comprenne que c'est ce dans quoi nous sommes. Et puis, je disais, il y a la question de la vérité qu'il faut dans le discours pour qu'on puisse aller ensemble et que ce qu'on a vu, c'est-à-dire un peuple qui est derrière une armée, que ce ne soit pas seulement la manifestation d'un jour. Parce que on a des liens qui se renforcent seulement parce qu'on est sincère ensemble. Il ne faudrait pas que les mêmes erreurs qu'on avait vues avec Damiba là, reviennent. Maintenant, il y a aussi que ce qui nous a été dit, c'est qu'il y aura le passage du pouvoir, soit à un civil, soit à un militaire. Maintenant, celui qui va venir, qu'est-ce qu'il doit incarner? Il doit être un chef de guerre parce qu'on est en guerre, qu'il soit civil ou qu'il soit militaire. Mais là-dessus, moi j'ai mes appréhensions. Et mes appréhensions sont que, je dis toujours, il faut savoir tirer les leçons des autres.
Quand on regarde le Mali avec Bandao, ce qui s'est passé, il y a quelqu'un comme Assimi Goïta qui a fait son coup d'État avec ses hommes, le CNSP, ils étaient assis, mais qu'est-ce que Goïta a fait après? Ils ont mis Bandao, ancien militaire, qui le jour de son investiture est venu en boubou blanc. Donc c'est le militaire, c'est l'ancien militaire transformé en civil. Dans tous les cas, ça a été ça. Et il est venu. Son vice-président, c'est Goïta. Goïta est assis, il regarde. Il y a un gouvernement qui est fait, je pense que 17 sur 19, si ma mémoire est bonne, c'était des militaires. Ça a été décrié par même le M5 RFP, où il y avait quelqu'un comme Choguel Maïga qui a précisé que la place des militaires, ce n'est pas au pouvoir. Mais vous connaissez les politiciens. Bien sûr. Mais il a fini par quoi, Choguel Maïga? Par être Premier ministre de Assimi Goïta. Donc, capitaine Traoré, les politiciens là, ils sont comme ça. Sachez les écouter. Il faut prendre, il faut prendre les leçons avec beaucoup de mesures. Le même Choguel qui a dit la place du militaire, c'est au fond, ce n'est pas au pouvoir. Il a été Premier ministre de Goïta et il était à l'aise avec ça jusqu'à récemment. Et c'était l'une des figures de proue, même quoi qu'on dise, de la stratégie d'offensive diplomatique de Goïta. Maintenant, pour continuer, à un moment donné, il y a Bandao qui va en France, qui fait ses tournées. On a l'impression que dans son agenda, il tient compte de certains autres intérêts qui ne sont pas, pour beaucoup, ceux du Mali. Commence alors des frictions. Qu'est-ce que Goïta a fait? Il est venu, il a repris sa chose, il a forcé le militaire est devenu civil ou quoi, en tout cas l'arrangement qu'ils ont fait, ils l'ont forcé à la démission. Et Goïta, il a pris sa chose. Parce que à un moment donné, il y avait coup d'État voilà, aussi au Mali. Voilà. Et Bandao avait envie aussi à un moment donné, c'est assez logique, de ne pas être la reine Elisabeth. Il voulait asseoir aussi, quoi qu'on dise, sa vision pour sortir le Mali de la situation et de revenir à un ordre normal. Et il s'est dit que le militaire dans les pattes, ça allait être dangereux. La preuve, il avait enlevé à la défense, je pense, à la défense l'un des proches de Goïta, et puis à d'autres postes clés. Il avait fait revenir, comment il s'appelait, l'ancien premier ministre, Mokhtar Wan, qu'il a fait revenir aux grandes dames de Assimi Goïta qui ne l'avaient pas accepté. C'est devenu un problème. Rappelez-vous aussi que pour la transition passée que nous avons eue, on est resté presque otage des problèmes entre qui Yacouba Isaac Zida et l'URSP, qui pourrait paraître un problème militaro-militaire, mais qui prenait la nation en otage, tant et si bien que, quand vous regardez dans le coup d'État, en voulant régler le problème, ils en sont venus à arrêter le président Kafando. Et puis, on a vu ce qui s'en est suivi. Ça veut dire que si, et c'est ce que je pense, si c'est un civil qu'on met, il faudrait qu'il soit assez fort. Et qu'il soit, pour moi, et c'est ce que je pense, qu'il soit sensibilisé à l'idéal du MPSR. Parce qu'ils disent, c'est parce que Damiba s'en est écarté qu'ils l'ont enlevé. S'il n'est pas sensibilisé à l'idéal du MPSR, il sera aussi enlevé. On va revenir dans un perpétuel recommencement. Si c'est un militaire, ok. Il ne viendra pas nous dire... militaire ne peut être sensibilisé à l'idéal du MPSR. Si c'est un militaire, dans tous les cas, si il va falloir régler cette question. Et je termine, si c'est un militaire, au moins ils ne viendront pas dire aux civils que dans les décisions, vous ne mettez pas les moyens qu'il faut dans la lutte dans laquelle nous sommes. On ne trouvera pas un autre fusible, parce que ça sera entre eux. Maintenant, pour moi, il faut qu'il y ait, et ça a été l'erreur avec Damiba, un Premier ministre à qui on laisse toutes les largesses et les coups de franche de régler les autres problèmes, les problèmes autres que militaires. Que le militaire qui soit là s'occupe des questions de sécurité, des questions militaires, et que le civil s'occupe des autres questions. C'est ce qui devrait, pour moi, faire fonctionner la machine. Si vous mettez un président civil, dans tous les cas, le militaire en fera une reine Elisabeth, ou bien quelqu'un qui aura à chaque fois besoin d'avoir leur assentiment avant de continuer, auquel cas, s'il y a des frictions, ils viendront reprendre leur affaire. Et vous en ferez un presque Premier ministre. Avec le Mali, c'est ce qu'on a vu à la fin. Alors, juge Bougma, on a vu qu'il y a des tractations autour de la désignation du président du Faso, annoncée donc par les nouvelles autorités militaires. On a vu des listes circuler. On ne sait pas où est la vérité dans tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez la même vision que le juge Vara concernant justement cette ouverture que font les nouvelles autorités sur le choix du prochain président du Faso, puisque Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, dit qu'il ne le sera pas.
Non, en fait, ce n'est pas que l'ouverture pose problème. Parce que d'ailleurs, il ne peut pas. Il ne peut pas gérer seul. Ça va être très difficile de gérer la transition en tout militaire. Donc l'ouverture, elle est indispensable. Maintenant, c'est à quel niveau d'ouverture? C'est beaucoup plus là la question. Donc, parce qu'ils sont nombreux ceux qui avaient demandé un recadrage de la transition burkinabé, espérant être entendus par Damiba. Certains avaient dit qu'il faut recadrer, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait revoir, mais bon, ça ne l'a pas été jusqu'à ce que, effectivement, ce coup d'État arrive. Et quand on a vu ce qui s'est passé, le rapport de force a été établi qu'il y a aussi des gens qui ont accompagné dans l'ombre, il y a des officines qui ont accompagné, mais il y a cette population qui a été déterminante. Et donc, vous ne pouvez pas gouverner sans tenir compte d'elle. Quand vous voyez des jeunes qui prennent l'armement des militaires, les armes des militaires, et qui posent avec, qui prennent les balles, les bandouls en porte, qui portent et qui prennent des photos, c'est euphorique, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire sans cette population civile? Non. Maintenant, à la tête, c'est qui est-ce qu'il faut mettre? Ça, c'est pas le problème. C'est quel profil on veut. Et ça, c'est très important. Dans notre contexte actuel, on a besoin de quel profil. Les Maliens étaient allés chercher un colonel. Ils ont fait venir un fonctionnaire international qui était en fait beaucoup plus le problème de Bandao. Ce n'est pas Bandao lui-même, c'est beaucoup plus Mokhtar Ouane, le Premier ministre, qui avait une autre orientation, qui est venu avec les standards internationaux, en oubliant les réalités maliennes, et c'est ce qui a créé beaucoup de problèmes. Mais en même temps, l'attelage là-bas était compliqué. Est-ce que nous allons faire le même attelage? Vous avez un président de la République, un vice-président et un premier ministre. Le vice-président, qui était Assimi Goïta, ne participait pas au conseil des ministres. C'est des gens qui viennent lui rendre compte. Donc, vous avez un vice-président qui est là, mais qui tourne, qui n'a pas de boulot. Mais en même temps, vous avez un premier ministre qui s'occupe des chantiers du gouvernement. Donc, vous avez un président qui est occupé, un vice-président qui chôme, et un premier ministre également qui est occupé. Finalement, Assimi est dans le décor, avec ses hommes à l'intérieur. Et quand Ouane et ses camarades ont manœuvré pour mettre hors touche les militaires, surtout celui de la défense, qui a été la cheville ouvrière d'ailleurs du coup d'État, les uns et les autres pressentaient que c'est lui qui allait prendre la tête. Finalement, c'est Assimi Goïta. Les militaires se sont assumés. Et le message à Bandao aussi était clair. Vous restez, mais nous ne voulons plus de Ouane. Bandao dit, bon, moi je ne peux pas faire ça. Bon, vous partez ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ici, est-ce qu'on aura la même ossature? Dire, il faut mettre un président de la transition et maintenant caler Ibrahim comme vice-président pour s'occuper uniquement des questions de défense et avec un premier ministre? Ce qu'on veut éviter là peut revenir. Et ça va même revenir. Alors qu'est-ce qui peut s'offrir comme perspective dans ce cas-là? Où on a déjà cette expérience malienne dont on peut s'inspirer. Moi, il y a deux schémas. Où Ibrahim Traoré conserve son pouvoir avec un premier ministre qui a l'esprit qui est réellement en phase avec les problèmes dans lesquels nous sommes, qui est désintéressé pour pouvoir mener à bien la mission. Ou on crée un président, on a un président de la République qui peut ne pas être Ibrahim Traoré, et le capitaine vice-président s'occupant question, comment on appelle ça, essentiellement des questions de défense. Et la question maintenant que je me pose, est-ce que dans notre contexte actuel, on a besoin d'un premier ministre si c'est un tel schéma qui est pris? Donc avoir... Parce que si on a un président, un PM, un vice-président, même si on a mis même Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré au ministère de la Défense, ce n'est pas évident que les querelles de leadership ne vont pas émerger. Compte tenu du fait que l'appétit vient en mangeant. Compte tenu que, également dans une transition, c'est aussi une bataille rangée dans l'homme pour le contrôle de la transition. Parce qu'il y en a qui attendent à la fin pour récupérer une chose. Donc, c'est ça aussi la réalité. Regardez la transition le magistère de Damiba qui vient de prendre fin. Vous avez que tous les membres qui sont dans le gouvernement avaient la possibilité, à la fin de la transition, de faire valoir leur candidature aux prochaines élections qui allaient mettre fin à cette transition. Cette possibilité leur était donnée. Donc vous êtes en même temps
au four et au moulin. Jugé parti pour faire en sorte que la transition aboutisse. Mais vous êtes dans le calcul pour voir comment je positionne ma candidature. Tous les ministres n'allaient pas être candidats, mais j'en connais qui allaient être candidats, qui ont des ambitions légitimes, et c'est même normal. Et donc, à un moment donné, son action dans le gouvernement, il va chercher également à faire une action politique, une communication politique derrière, parce qu'il a une image à préserver pour aller faire acte de candidature. Et ceux qui sont proches ou qui étaient dans des partis politiques étaient en train de ferrailler pour soit être adossé à un parti politique ou bien créer les conditions de pouvoir se positionner. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Faire en sorte que ceux qui soient là soient désintéressés. En ce moment, le choix s'occupe juste de la transition, et passe à autre chose, afin qu'on ait une nouvelle équipe, se mette en place. Celui qui sait qu'il va vouloir être candidat à la fin du processus dit bon, franchement, je vais être candidat pour être député ou bien pour être président de la République. Sincèrement, je ne peux pas venir au gouvernement. C'est honnête, c'est sincère. En ce moment, vous savez avec qui vous partez. Et ensuite, vous voyez le COST, qui devait remplacer le MPSR. Le COST a été créé, mais le MPSR n'a pas été remplacé. La preuve, quand ils sont sortis, ils disent qu'il y a eu une assemblée générale, une réunion du MPSR, qui en principe ne devrait plus exister. Mais d'où est passé ce revenant qui continue de tenir ces instances et qui disent à la conclusion que celui qui nous représentait ne nous représente plus, puisque d'ailleurs en principe vous n'existez plus. Ici j'avais dit que cette affaire-là n'est pas claire. Et quand le COSTADER a été créé, et que nous avons parlé, on en a parlé, on ne comprend pas, mais on vous a même dit que quand le conseil d'orientation va être installé, le MPSR va disparaître, on n'en parlera plus, alors que non, après, le président lui-même en parle, ses ministres en parlent. Donc l'MPSR n'avait pas disparu. Donc il y a ces éléments-là qui ne collent pas. On avait l'impression qu'il y a quelque chose, il y avait des non-dits. La transparence n'était vraiment pas de mise. Et dans ces conditions, les uns et les autres se disent, vous nagez, vous êtes en eau trouble. C'est difficile de vous comprendre. Des correctifs à apporter dans cette histoire de MPSR. Évidemment, aujourd'hui, on a un président du MPSR. On a une rectification de la tendance qui est enclenchée depuis le 24 janvier. Juge Inoussa Ouedraogo, vous, comment vous voyez la situation et quel est votre portrait robot de la perle rare attendue pour prendre les destinées de cette transition et comment doivent se comporter les mécanismes pour qu'on ait une transition réussie afin de déboucher finalement sur une situation enviable avec un front sécuritaire plus clarifié, plus aguerri. Bon, je pense d'abord qu'il faut que nous-mêmes nous arrêtons de dire ou de faire passer le message selon lequel le pouvoir là c'est pour Damiba ou c'est pour Ibrahim Traoré. Non. Le pouvoir là, c'est pour le peuple. C'est très important que ça soit clarifié. Ce n'est pas la chose d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la chose du MPSR. C'est justement cet amalgame qui a amené à un moment donné le président Damiba à croire qu'il était le propriétaire de la chose et qu'il pouvait en jouir comme il voulait. Donc cet amalgame-là, il faut que ça soit clarifié. Le pouvoir appartient au peuple et c'est au peuple de décider de qui gère son pouvoir. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, à mon avis, le MPSR n'a pas sa raison d'être. Il faut dissoudre le MPSR. Parce qu'on ne peut pas, un groupuscule qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la composition. Est-ce que c'est uniquement des Burkinabés? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dedans qui ne sont pas Burkinabés? Quelle est leur qualité? Quelle est la composition de cette structure-là? Quelle est sa vision? Quelle est son orientation? Quelle est son idéologie? Quel est son programme? Quel est son manifeste? Qu'est-ce que le MPSR veut pour le Burkina? Tout ça, ce n'est pas connu. Donc, on ne peut pas continuer à naviguer dans les eaux troubles et espérer avoir quelque chose de concret. Donc, pour moi, à partir du moment où on va du principe
que le pouvoir appartient au peuple, on ne peut pas continuer à laisser une poignée de personnes décider de l'avenir de ce pays-là et décider du contenu qu'on va donner pour la construction de ce pays. Donc il faut mettre de côté le MPSR et mettre le pouvoir entre les mains du peuple. Mettre le pouvoir entre les mains du peuple, ça suppose quoi? Avant d'en arriver au portrait robot de celui qui serait bien pour diriger le Burkina, il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous voulons, quel est le contenu qu'on met dans la chose là, pour que, quelle que soit la personne qu'on met à la tête du pays, que cette personne-là ne puisse pas s'en écarter. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Le Messie n'existe pas, le Messie ne viendra pas. C'est ensemble que nous allons mettre un contenu dans le pouvoir. Quelles sont les priorités des Burkinabés aujourd'hui? Ça, c'est le peuple qui décide. Notre priorité, c'est de faire la guerre. Notre priorité, c'est de résoudre les questions de gouvernance. Notre priorité, c'est de regarder quel type d'élection nous voulons à l'issue de la transition. Notre priorité, c'est de faire en sorte que les Burkinabés qui meurent de faim, qui sont obligés de se nourrir d'herbes et de feuilles, puissent se nourrir convenablement comme tous les citoyens qui vivent aussi dans les villes. Ça, ce sont des priorités qu'on peut mettre sur la table et dire, voici les orientations que nous donnons à la transition. Nous voulons qu'au bout de tel nombre de mois, on ait atteint tel objectif. Quand ça, ce n'est pas clarifié, on va comme ça rentrer dans un bateau et puis on donne le navire à un capitaine et puis il navigue comme il veut, il divague comme il veut et à un moment donné, un autre groupuscule au sein du MPSR ressurgit et dit bon, et Ibrahim Traoré aussi ne suit plus notre position de départ. Quelle est votre position de départ? Personne ne peut nous dire aujourd'hui quelle est la position du MPSR. Restaurer la sécurité, mais ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un projet qui nous permette de sortir de là. Comment on y arrive? Avec qui on y arrive? Avec quelle institution? Ça, ce sont des questions de fond que nous devons poser. C'est pourquoi je pense qu'il faut véritablement aller à cette conférence nationale souveraine. Et non pas aux assises des forces vives projetées. C'est qui les forces vives? Combien de fois on a réuni les forces vives dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Parce que tant que le peuple continuera à désigner quelques personnes et à les affubler du nom de forces vives et dire que c'est eux qui doivent décider de notre sort, on sera toujours dans le perpétuel recommencement. Oui, alors, juge Ouedraogo, vous parlez de conférence nationale souveraine. J'ai parlé au début de ce temps de réflexion, alors que tout est urgent, tout est prioritaire. Comment on fait les réglages, justement, pour tenir compte de cette armada institutionnelle et organisationnelle qui est quand même nécessaire pour pouvoir savoir comment on résout le problème étape par étape. Oui, juge Vara. Oui, mais je crois aussi qu'il faut accepter quelque chose. Vouloir résoudre le problème étape par étape et puis ignorer celui qui, de façon claire, tient les choses, c'est se fourvoyer. C'est le MPSR qui tient les choses. Ça, depuis le coup d'État qu'ils ont fait à Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien président. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils se sont sauvés eux-mêmes. Parce que les promesses qui étaient faites au départ, là, les Burkinabés, dans leur entièreté, ne les voyaient pas. Et donc, commençait un désaveu. Elles ont des promesses auxquelles les Burkinabés ont adhéré. Voilà. Ce qui a fait que, justement, le coup d'État du 24 janvier a prospéré et a été adoubé, si l'on peut dire. C'est cela. Mais maintenant, arrivé à un moment donné, les populations ne se retrouvaient plus dans ce qui était en train de se passer. Pas parce que c'est forcément Damiba, ou bien que c'est... Appelez-le Damiba, appelez-le MPSR, donnez-lui le nom que vous voulez. En tout cas, ce que voyaient les Burkinabés, ils n'y adhéraient plus. Et je crois que le MPSR, avec ses autres membres, ayant vu cela, se sont assumés parce que c'était d'autres personnes
qui allait s'assumer dans ce qui est en train de se passer. Donc, si on fait cette lecture, on comprendra. Bernard disait quelque chose tout à l'heure sur MPSR là, qui n'avait pas disparu, mais il ne va pas disparaître. J'ai dit que quelquefois il faut accepter de bien lire dans ce qui s'est passé avant vous. Ne soyons pas des témoins oubliés de notre propre histoire ou bien de ce qui se passe à côté. Prenez le cas malien pour revenir encore à celui-ci. Le CNSP, Comité national de salut du peuple, de Assimi Goïta. Mais on a la courte mémoire. C'était la même chose. Lorsque Badawi est venu, en janvier, le CNSP avait été dissous. Est-ce qu'il n'avait pas été dissous? Mais les Maliens sentaient le CNSP qui, dans un parallèle, quand on regarde, on veut faire le parallélisme des formes, et le MPSR ici, ils ont dit ça n'a pas été dissous parce que les militaires là continuent de se voir entre eux, et quand ils finissent, ils donnent des injonctions à Badawi et à ses hommes, aux civils. Donc ce noyau dur là continue de gérer le pays. Mais après, ils n'ont pas menti, c'est ce qui s'est passé. L'après Goïta a repris sa chose, il a géré avec ceux du CNSP avec lesquels il était. Ça n'a jamais disparu, même quand ça a été dissous en janvier. Oui. Donc, ne pensons pas. Sauf qu'ici, c'est pas Damiba qui reprend sa chose. J'ai fini. Sauf que, ici, vous allez voir que le MPSR vient s'affirmer alors qu'on a installé des personnes qui, de facto, faisaient disparaître le MPSR. On est d'accord. Ils viennent, ils disent le MPSR continue. Mais ne pensons pas que ça va disparaître. Je pense que si on met ça dans une partie de notre tête, on arrivera à éviter certains problèmes qui peuvent subvenir après. Je dis, il faut accepter que d'abord, c'est des gens qui ont fait un coup d'État, qui ont, disent-ils, une ligne qui n'ont pas partagé peut-être avec nous, mais quand vous avez fini de faire le choix, quand le monsieur s'en écartera, ils vont revenir. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est une donne qu'il faut prendre en compte. Ils ont pris des risques avec un peuple qui a adhéré à un moment donné, mais ils ont fait un coup d'État. Oui, alors, on est encore dans cette période. Très rapidement, je reviens à vous. Faut pas qu'on pense que bon, ils vont finir de faire ça, puis ils vont venir donner ça facilement, et puis ça va finir. Faut pas penser ça. Je reviens au juge Inoussa Ouedraogo quand même, parce que je l'ai coupé un peu. Juste quelques mots sur votre vision de cette conférence nationale souveraine que vous proposez, alors que tout est urgent et on attend sur le front sécuritaire que les choses se clarifient. Vous avez évoqué Djibo tout à l'heure, qui attend les ravitaillements. Comment on fait aujourd'hui pour organiser une conférence nationale souveraine alors qu'il faut aller très vite et mettre le pays en marche et pour que le front sécuritaire aussi puisse s'exprimer? Oui, il faut aller très vite, oui, je suis d'accord, mais il faut aller surtout vite et bien pour ne pas qu'on retombe justement dans le perpétuel recommencement. Quand vous n'avez pas donné une mission claire à quelqu'un, il est difficile après de lui demander des comptes. Le MPSR, aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, c'est quoi? C'est la répression des idées contraires. Les libertés individuelles et collectives ont été confisquées. Ça, c'est un fait. Le MPSR, c'est le chien à bois et la caravane passe. Ils étaient où quand on dénonçait ces augmentations sauvages de salaire? Ils n'ont rien dit là-dessus. C'est la malgouvernance. On n'en dit rien. Le problème de fond des Burkinabés, la question sécuritaire, la question humanitaire, la question foncière, la question de la gouvernance, comment on les résout? Ibrahim Traoré, je l'aime bien, il a un beau discours, je n'ai rien contre lui. Mais quel est son programme? Quel est son projet? On pense qu'on peut transformer une société, on peut mettre fin à une guerre sans une doctrine, sans une vision. Mais non, on se trompe. On sera dans le perpétuel recommencement, comme je le dis, jusqu'à ce qu'un jour, un autre larron s'invite dans la danse. Alors oui, cette conférence, oui, rapidement. Je pense qu'on peut rapidement mettre en place un conseil supérieur de la guerre. Parce que c'est ça la priorité. Et amener les militaires au front. Leur travail, c'est d'aller au front, c'est de sécuriser le pays, c'est de ramener la paix. Ce n'est pas d'être dans des palais en train de discuter de politique. Non, tant qu'on restera dans ça, je vous assure qu'on n'ira nulle part.
La conférence nationale souveraine suppose que... Est-ce que cela veut dire donc que les militaires doivent se retirer donc de la gestion institutionnelle du pays et laisser donc... Absolument. Et laisser au peuple le choix de faire la suite. Ils font partie du peuple. Quand on dit de faire de la guerre leur priorité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Non, mais c'est ensemble qu'on va décider du contenu. Ça veut dire que c'est une occasion. La question de la réconciliation revient souvent. Faut-il en faire une priorité ou pas? Ça, on ne peut pas laisser à Ibrahim Traoré seul la réponse à cette question. On ne peut pas laisser au MPSF seul le choix de cette question. C'est pourquoi le peuple doit s'imposer dans toutes ses composantes. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on définisse les priorités. Si on décide ensemble qu'il y a 2 priorités, on va pour les 2 priorités. Je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une assemblée de transition? Moi, je dis non. Est-ce qu'on a besoin d'un premier ministre? Je dis non. Est-ce qu'on a besoin de former un gouvernement dans ce contexte? Je dis non. Les secrétaires généraux que nous avons aujourd'hui peuvent gérer les affaires courantes. Et nous allons nous occuper à faire pendant la période de la transition, c'est bien possible. Alors, les secrétaires généraux peuvent gérer les affaires courantes. On n'a pas besoin d'assemblée de la transition, on n'a pas besoin de gouvernement. On a juste besoin de patriotes qui s'attellent à gérer la situation présente du pays. L'offre du juge Inoussa Ouedraogo vous paraît-elle séduisante de ce point de vue-là? Oui, puisque les SG d'ailleurs sont les techniciens des ministères. C'est les SG, les techniciens. Le directeur de cabinet est beaucoup plus politique, c'est l'homme de confiance. Pas forcément un technicien chevronné dans le ministère en question, mais les SG pour la plupart sont des techniciens chevronnés dans les ministères. Je ne dis pas que tous les SG sont réellement à leur poste, mais pour la plupart, le choix du secrétaire général, c'est un choix qui doit être fait sans chose, comme on appelle ça, sans calcul, mais en général, c'est le technicien maison. Donc vous avez un SG qui n'est pas technicien maison, c'est pas évident. C'est pourquoi la plupart des nominations, les SG sont du domaine. Parce que ce qui lui est demandé, c'est en même temps un travail administratif, mais un fin connaisseur également du domaine. Donc pour que les choses puissent très bien effectivement se passer. Travail administratif et technique avec un regard politique. Tout à fait. C'est parce que c'est la gestion de la cité, donc il y a un travail politique là-dedans. Et donc, aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on a besoin d'une assemblée de transition? Moi, je ne pense pas qu'on en a besoin. Dans notre contexte, c'est quelle loi qui n'est pas bien à améliorer? Quand j'entends que tout est prioritaire, c'est faux. Si quelqu'un vous dit que tout est prioritaire dans sa vie, c'est qu'il ne sait pas définir ses propres priorités. Parmi les prioritaires, il y a la priorité. Exactement. Et pour un pays, quand on dit que c'est un pays où tout est prioritaire et qu'un premier ministre chante ça et qu'on reprend ça à fort en fort et que ça devient, comme on appelle ça, un curseur de choses, c'est faux. Ce premier ministre en son temps et son gouvernement n'ont pas su définir les priorités pour les Burkinabés. Ils veulent embarquer les gens dans leur, comme on appelle ça, faiblesse de management. Moi, je m'inscris en faux. Tout ne peut pas être prioritaire pour un pays, même dans la vie d'un homme. Il y a des choses prioritaires, il y a des choses importantes, il y a des urgences qui sont différentes des priorités. Donc, sachons définir nos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? En quoi est-ce qu'il est prioritaire? En quoi est-ce qu'il est urgent, mais il n'est pas important? Il peut être urgent et important, ça devient en ce moment une priorité. Ça, il faut le faire dès maintenant. Donc, aujourd'hui, quelle est la priorité pour nous? Restaurer l'intégrité territoriale, sécuriser le Burkina, renvoyer les déplacés internes chez eux. C'est tout. Faire en sorte qu'ils repartent chez eux parce qu'ils seront dans un espace sécurisé. Est-ce qu'on a besoin de taper du sable pour chercher les autres priorités? Parce que c'est réel, c'est priorité. Le reste, c'est maintenant quelle machine on met. Je pense que c'est ça aussi qui est le plus important. C'est quelle machine on met pour porter cela. Quand on regarde dans la qualité des hommes qu'on a choisis pour conduire les choses, on peut déjà savoir où on va aller. Regardez notre ALT. L'Assemblée législative de transition. Oui, on est même allé chercher des élèves. Non, la place d'un élève ou d'une élève, c'est en classe. Je suis désolé. C'est pour répondre à quoi exactement comme objectif, en toute sincérité. Qu'il faut qu'elle soit là, oui, pour que les élèves soient représentés, voter des lois pour celle-là. En quoi est-ce qu'elle peut s'asseoir, étudier un dossier pour les élèves, pousser jusqu'à ce que la loi qui concerne l'école burkinabé soit adoptée elle-même, elle seule?
Et quelle est la faiblesse dans notre système éducatif à tel enseigne qu'il faut chercher un élève ou une élève venir asseoir pour que l'élève puisse dire il faut revoir ça. Soyons sérieux. Donc, c'était pas utile. Et je ne fais pas de fixation sur l'élève elle seule. Il y a eu aussi le choix d'autres corps de métier. Et il y a même un qui a pu même dribbler le chef de l'État, que lui, il est avocat. Et il a mis sur sa liste. Il ne s'est même pas rendu compte. Il a fallu que le barreau de Burkina dise c'est faux. À ce niveau de responsabilité, donc, et avec une telle composition, on savait plus ou moins, quoi qu'il en soit, le résultat qui allait nous être donné. Mais ici, on a assez, Ici maintenant, on rebat les cartes. Exactement. On rebat les cartes, on rentre dans une nouvelle dynamique, et donc le capitaine Ibrahim Traoré va convoquer très rapidement des assises avec les forces vives pour gérer la formule. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on peut dire au nouveau tenant du pouvoir pour que les choses se passent bien? Oui, juge Vara. Bon, je pense que ça, on l'a déjà beaucoup répété ici. Oui. Mais moi, la répétition est pédagogique. Mais je crois que c'est faire attention. Hein. C'est beaucoup faire attention parce que les laudateurs là seront nombreux. C'est ça, justement. Ça, c'est clair. Ils ont déjà comment on fait pour trier le bon grain de livret et adopter une formule qui convienne à la situation du Burkina? Mais je crois aussi que, peut-être, là, je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec Inoussa, mais la question des forces vives, moi, ne me pose pas problème. Mais vous savez, c'est comme la loi de l'échantillonnage dans les statistiques. Pour que, si vous voulez que ce que vous avez comme résultat là, ça traduise vraiment le sentiment du grand nombre, le secret se trouve dans l'échantillon que vous faites. Et les forces vives, c'est à la sélection, c'est ce que j'ai dit, à la sincérité dans la sélection, qu'on aura l'expression du grand nombre. Sinon, le peuple, quand on dit le peuple, vous n'allez pas rassembler tous les millions de Burkinabés pour venir s'exprimer sur quelque chose. Vous êtes obligé, chacun appelle le peuple selon ses intérêts. Vous êtes obligé pour qu'il s'exprime d'avoir un processus sélectif, mais qui est à terme une bonne représentativité de ce que ce peuple-là a dans toute sa composante. Je pense que ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, après, quand on a la tendance de tous, on se dit, bon, on dégage et on va vers ceci. Je pense que c'est pour cela les questions d'assises nationales, c'est une option qui, pour moi, n'est pas mauvaise. Mais la sincérité de la démarche, là, ce sera dans qui va là-bas et qui il représente. C'était le problème avec Damiba. Ils ont choisi leur société civile, ils ont choisi leur gars, et puis ils sont allés, ils ont appelé ça assise nationale, qui n'était pas assez représentatif et inclusif pour que ce soit ce que le Burkinabé pense de façon générale là, qui en sorte. C'était ça le problème. Si on est plus conséquent sur ce chapitre-là, je pense qu'on peut éviter beaucoup d'écueils. Maintenant, je crois qu'il ne vient pas tomber du ciel. On dit c'est le même MPSR là, c'est la tête qui a changé. Vous avez vu l'appel au calme avec la hiérarchie. Ceux qui ont posé, c'est les mêmes gars, c'est le même MPSR. C'est Damiba exit, quelqu'un d'autre est venu. Damiba exit parce qu'il a arrêté d'écouter un certain nombre d'éléments et un certain nombre de vérités. Maintenant, celui qui est venu, on espère qu'il va écouter ces vérités, puisque lui-même, dans son diagnostic, remet sur la table ce que beaucoup ont reproché à Damiba, de commencer à faire de la politique, de commencer à ne plus s'intéresser à ce qui est primordial, prioritaire et nécessaire pour le Burkinabé, la question sécuritaire. Donc quand vous-même vous l'avez compris puis vous venez, je pense que vous ne faites pas la même chose. J'ai dit mais le bémol, c'est que lui il dit, le capitaine Ibrahim Traoré, je ne vais pas rester, je vais remettre la main à quelqu'un d'autre. Donc du coup, la question c'est sur quelqu'un d'autre qui s'assira. Par quel processus est-ce qu'on le désigne? Et puis si c'est un civil, quel est le portrait qu'on a vu? Ça on en a parlé tout à l'heure. Ça peut aussi être un militaire. Est-ce que c'est préférable que ce soit un civil ou un militaire? Quel est l'avantage à ce que ce soit un civil et l'avantage à ce que ce soit un militaire? Ça on en a fait le décryptage. Ce sont les forces vives. Mais je pense qu'il y a d'autres questions qu'il ne faut pas ignorer. Et ça c'est très important. Lorsqu'à un moment donné, ça basculait, on était dans une situation de volatilité, il y a un discours qui a été tenu qui a fait que beaucoup sont encore sortis. C'est de dire que la France tente de nous voler le combat qu'on est en train de faire parce qu'il y a une genre de résistance qui est en train d'être organisée avec Damiba et des hommes chapeautés par une force étrangère. L'accusation, on l'a entendu, elle était à peine voilée. Après, il y avait le discours de la possibilité d'ouvrir la coopération et la polariser vers ce qu'on connaît, Russie et autres. Après, on a entendu aussi une interview dans laquelle on a eu un genre de rétropédalage. Mais aujourd'hui, beaucoup de Burkinabés
se posent des questions comme d'autres nations se sont posées des questions sur la coopération qu'elles avaient et les résultats que cela donne. Il y a une grosse critique sur la coopération avec la France parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'abord un franc jeu et ensuite il n'y a pas les résultats qu'on veut. Est-ce qu'il faut se donner le courage d'aller avec d'autres personnes et comment? Étant entendu que pour beaucoup de Burkinabés, comme cela est partagé, et même ailleurs, dans certains autres pays, pour ce qui est des accords avec l'ancien colon, il y a des choses qui restent secrètes et qui sont de l'ordre du tacite, que personne ne révèle même quand il vient, mais après quand il part, il dit j'étais lié. Ils sont assez courageux, il faut qu'ils nous disent ce qu'il en est, et s'ils veulent briser des chaînes et des barrières, je pense qu'ils ont eu des gens derrière eux qui les ont portés, ils doivent en être capables. À un moment donné, le Burkinabé ne comprenait pas si notre façon de voir les choses là, c'est à la malienne, c'est à la nigérienne. Étant entendu que les Nigériens ont fait leur choix, ils sont passés devant l'Assemblée nationale, ils ont les Français, les bottes françaises chez eux, et qui les aident à sécuriser leur sol. Les Maliens aussi ont fait leur choix. Mais quand on regardait, on ne comprenait pas quel était le choix burkinabé. Aujourd'hui, voilà ce qui revient aussi sur la table. Et ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui, ils sont obligés là-dessus de se positionner. Donc, c'est des questions comme ça qui permettront qu'on puisse lire dans leur véritable choix et leur offre. Je pense que c'est ça aussi On verra donc comment se détermine très rapidement, puisqu'on est en fin d'émission. Juge Inoussa Ouedraogo, qu'est-ce que vous dites pour conclure suite à l'intervention du juge Vara? Moi, je dis simplement qu'il faut que nous soyons innovants, que nous ayons le courage de tourner le dos à tout ce qu'on a essayé et qui n'a pas marché jusque-là. Or, depuis 1960, on a l'expérience des coups d'État. Vous vous rappeliez au début qu'on en a fait 8 qui ont réussi. Sur les 8 qui ont réussi, là, où ça a amené le peuple? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans les conditions du peuple? Quel résultat ça a apporté aujourd'hui? Nous n'avons pas une armée. Parce que nous avons une armée qui est habituée à gérer le pouvoir politique, alors que sa place, ce n'est pas là-bas. Donc aujourd'hui, on a une armée politisée, mais pas une armée de combat. Et le peuple est en insécurité. Voilà pourquoi j'ai dit, osons, comme le disait Sankara, inventer l'avenir. Osons inventer l'avenir, ce sera la phrase qu'on va retenir de vous, Inoussa Ouedraogo, en attendant que les choses se tassent. Oui, juge Bougman. En tout cas, il y a une constance. Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire la même chose et espérer un résultat contraire. Alors, il faut changer. Et à un moment donné, il faut changer pour voir. Et c'est le moment de changer. Il faut changer pour voir ce que ça peut donner. C'est le moment de changer. Malheureusement, nous n'avons pas abordé donc l'agenda diplomatique de cette situation. On en reviendra sans doute dans d'autres à d'autres occasions. Fin de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la deuxième de la semaine, réalisée par toutes nos équipes techniques, menée aujourd'hui par Césaire Kafando à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Et merci à tous les juges qui se sont exprimés sur la situation de ce matin. Juge Bougman, merci. Merci beaucoup. Merci à juge Vara et merci à juge Inoussa Ouedraogo. Merci à vous tous, auditeurs de Watt FM, c'est la radio 100% urbaine, et téléspectateurs de Tru TV, la télé interactive, de nous avoir suivis. Demain, c'est un autre jour. Le tribunal de l'actualité revient. Il revient pour juger un fait marquant d'ici et d'ailleurs, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.